Mélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine à lire qui s'est terminée vendredi. Pour rappel, je m'étais fixé un objectif de 821 pages qui était en fait celui de terminer Thanks for the Trouble de Tommy Wallach et The Kiss de Mario Rutkowski, enfin de le commencer et de le finir. Et c'est avec grand plaisir que je peux vous dire que j'ai atteint mon objectif. Voilà, ça faisait longtemps que j'attendais ce moment, j'ai réussi. Et j'ai tellement bien réussi, attention, que j'ai aussi pu commencer Les Brumes de Riverton. J'avais dit que peut-être éventuellement j'essaierais d'en lire 200 pages. Bon, j'ai pas atteint les 200 pages, donc je ne suis pas à 1000 pages, mais j'ai quand même pu bien commencer. Du coup, je vais vous parler uniquement des 2 livres que j'ai terminés et je vais commencer par ma lecture de Thanks for the Trouble de Tommy Wallach. Nous allons suivre l'histoire de Parker Santé qui a entre 16 et 18 ans, je ne sais plus exactement, qui n'a pas parlé depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis la mort brutale de son père dont on apprend les circonstances au cours du roman, et qui, au lieu d'aller à l'école, enfin du coup plutôt ce qui correspond au lycée chez nous, préfère aller dans les hôtels, parce qu'il aime bien ça, et voler les gens en fait. Bien qu'on soit dans ses pensées, c'est un personnage qui reste assez mystérieux puisqu'on comprend qu'il n'est pas franchement heureux, enfin il y a pas... Il est assez neutre en fait par rapport à la vie, c'est-à-dire qu'il se laisse couler, il n'a pas envie de se préparer un avenir alors qu'il pourrait le faire. Il préfère se dire que rien ne marchera jamais et voilà, il se laisse porter. Au début, on ne sait pas non plus pourquoi il ne dit plus rien, puis on ne sait pas vraiment de quoi son père est mort, on essaie de faire le lien. Ça met un peu de temps à arriver ces informations, mais quand elles arrivent, on n'est pas déçu. Même si on ne s'étend pas énormément là-dessus, ce n'est pas du tout le sujet de ce roman. Puisque en fait cette histoire se déroule sur un week-end, je crois, sur 2-3 jours, pas plus. Et cette histoire commence le jour où il rencontre dans le hall d'un hôtel Zelda, une jeune femme qui semble avoir son âge mais qui proclame avoir beaucoup plus et qui est extrêmement riche. Le personnage de Zelda est lui aussi extrêmement mystérieux parce que il la rencontre donc en lui volant une liasse de billets absolument phénoménale. Et elle lui explique qu'en fait, elle lui explique dès le début, dès leur rencontre, elle lui explique que cet argent-là, dès qu'elle recevra un coup de fil, elle va le donner à quelqu'un. Et ensuite, elle ira se jeter du pont de San Francisco. Voilà, ça plante le décor. Le mystère autour de cette volonté est assez épais lui aussi, même si on saisit des bribes et on tente de s'imaginer quelque chose. J'ai compris quand même assez rapidement, mais la réponse en fait était assez étonnante parce que en fait ce qui s'est passé c'est que je m'attendais à lire un roman, j'ai envie de dire du contemporain jeunesse, quelque chose qui était assez terre à terre, qui parle du malheur à l'adolescence, des traumatismes, enfin voilà, de plein de choses de ce type là. Et en fait, il y a quand même une part de fantastique là-dedans qui m'a bien plu. Au début, j'étais assez mitigée, je savais pas si ça me plaisait ou pas, parce que voilà, c'était pas ce à quoi je m'attendais tout simplement, puis je trouvais que du coup l'histoire perdait peut-être un peu de sa signification. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est écrit à la première personne, c'est écrit par Parker, et que lui-même veut devenir écrivain. Donc du coup, on est perdu dans son imaginaire et on peut se demander si oui ou non tout cela, la totalité de ce que l'on va lire, est réel. J'ai beaucoup aimé finalement cet aspect-là qui explique ou pas, hein, c'est à nous, c'est au lecteur de choisir la part fantastique de cette histoire. Et cette histoire, c'est finalement mon Parker qui découvre les raisons pour lesquelles on peut avoir envie de vivre, ce qui donne envie de continuer, en cherchant en fait à faire découvrir ces choses-ci à Zelda. C'est lui qui les vit et on le voit changer tout au long de cette histoire et j'ai trouvé ça très attendrissant. Alors je n'ai pas pleuré, je ne crois pas, je n'ai pas pleuré, je m'y attendais pourtant, je m'attendais à pleurer à chaudes larmes, mais c'est pas dramatique en soi, j'ai trouvé que c'était plein d'espoir, que c'est vraiment l'histoire de réfléchir sur soi, de réfléchir sur ce qui nous bloque, de réfléchir sur ce qu'on veut faire de sa vie, plein de choses, plein de questions qui peuvent se poser finalement à l'adolescence. J'ai vraiment bien aimé cette histoire.
L'anglais est très abordable, vraiment c'est de l'anglais parlé. Bon, il y a quelques références que j'ai eu du mal à saisir parce que tout simplement la culture américaine n'est pas la mienne. Bon, après il y a des références qui sont plus universelles que d'autres. Pareil, quelques jeux de mots entre jeunes que je n'ai pas tout le temps saisi, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je voulais quand même faire un petit point sur le titre. Alors en français c'est Et si c'était pour l'éternité. Donc le titre m'avait attiré et maintenant je comprends pourquoi ce titre. Mais j'ai quand même une grosse préférence pour le titre en anglais, Thanks for the Trouble. Alors déjà parce que je trouve que ça correspond beaucoup plus à ce qui se passe dans l'histoire, et aussi parce que ce titre a une explication, en tout cas dans le texte en anglais. Alors je sais pas comment ça a été traduit en français, je pense que j'irai faire un tour en librairie juste pour retrouver le passage où c'est expliqué. Toujours est-il que le titre en anglais provient d'une chanson de Leonard Cohen que j'aime énormément et qui est Famous Blue Raincoat. Et donc quand j'ai lu dans le livre que le titre venait de là, voilà, c'était une raison supplémentaire d'apprécier ce roman. Donc pour conclure, une lecture simple, abordable, très sympa, très rapide, vraiment à cheval entre réalité et fiction. J'ai bien aimé me poser la question, voilà, de savoir ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, quelle est la part qu'a imaginé Parker Santé, donc le protagoniste de cette histoire, et quelle est la part de réel en fait. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé et je le conseille. Passons maintenant à The Kiss de Mary Rutkowski, le troisième et dernier tome de la saga The Curse et The Crime d'ailleurs, qui sont juste rangés derrière. J'ai bien aimé cette fin. Alors, j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus adoré. Voilà, j'ai préféré la fin de celui-ci. J'attendais avec beaucoup d'impatience ce deuxième tome parce que le troisième tome se termine sur une catastrophe absolue et on se demande comment les choses vont pouvoir s'arranger. Je vais commencer par revenir sur ce que j'avais dit sur le deuxième tome, à savoir notamment que ce qui m'avait déplu fortement, c'était le fait que les personnages ne savaient clairement pas ce qu'ils voulaient, où ils allaient, ils n'arrivaient pas à s'entendre, enfin c'était voilà, plein de quiproquos qui très vite deviennent agaçants. Et la deuxième chose que j'avais reproché, mais là c'était plus en termes d'écriture ou de traduction finalement, je ne sais pas. Non, en fait c'était vraiment une histoire d'écriture, puisque Marion de la chaîne Entre les lignes l'avait lu en anglais et avait eu le même ressenti. C'est que il n'y avait pas de concordance des temps en fait. Du coup, on était complètement perdu entre les flashbacks, les rêves et la réalité, le présent. C'était très mal géré. Pour le premier point, je suis très satisfaite parce que enfin les personnages sont clairs. Il n'y a plus ce quiproquo et surtout, même quand ils sont dans leurs propres pensées, on sent que c'est clair. Voilà, ils savent ce qu'ils veulent, même si c'est assez étonnant finalement, puisque Kestrel se retrouve dans un état où elle pourrait ne pas savoir. Mais j'ai trouvé quand même, je trouvais que c'était bien fait. J'ai pas eu du tout le même sentiment. Et ensuite, en ce qui concerne la concordance des temps, là clairement il n'y a pas eu de problème pour cette fois-ci. Je pense que ça, je sais pas ce qui s'est passé avec le deuxième tome. Le premier, j'avais eu ce problème-là un petit peu, mais beaucoup moins que dans le deuxième, et là ça disparaît complètement. Je ne sais pas pourquoi. En ce qui concerne l'histoire en elle-même, dans ce dernier tome, il n'y a pas de temps mort. On avance constamment, c'est comme une machine bien huilée en fait, ça avance un peu toujours au même rythme, ce qui peut être lassant d'ailleurs. Il n'y a pas de grosses surprises, il n'y a pas de... C'est assez plat finalement. J'ai bien aimé parce que ça conclut une histoire et que j'attendais la façon dont ça allait se conclure. Je m'attendais aussi à une fin qui aurait pu être beaucoup plus trépidante que ce qu'elle n'a été. J'étais contente de retrouver les personnages, mais voilà, mon avis sur la fin est assez mitigé parce que j'ai bien aimé cette fin, mais c'est pas le genre de fin que j'apprécie. C'est difficile de pas vous en dire trop en fait. Je vais pas vous dire si ça se finit bien ou si ça se finit mal, vous le verrez par vous-même, mais que ce soit dans un cas ou dans l'autre, c'est trop, voilà. Donc décidez, soit ça se termine trop bien, soit ça se termine trop mal.
Ça n'empêche que j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages. Pour faire une conclusion un peu plus globale, j'ai eu un énorme coup de cœur sur le premier tome, une déception sur le deuxième, et celui-là c'est assez mitigé. C'est une bonne trilogie, mais c'est pas non plus... Enfin, ça casse pas trois pattes à un canard. J'aurais aimé que ça reste sur le même rythme, sur les mêmes surprises que dans le premier tome, mais c'est pas le cas. Voilà, là on calme un peu le jeu et puis on termine doucement, un peu comme une vague qui s'échoue sur la plage. Pour conclure, je vais vous dire un tout petit mot rapide sur Les Brumes de Riverton de Kate Morton. J'aime beaucoup, voilà, j'aime l'ambiance. Alors je ne sais plus exactement où je m'en étais arrêtée vendredi à 19h. Toujours est-il que maintenant j'ai lu à peu près 250 pages. Et j'aime beaucoup l'ambiance, il y a beaucoup de flashbacks, on tombe dans une époque qui me fait tellement penser à Downton Abbey que c'est un réel plaisir. Donc voilà, j'aime beaucoup et je poursuis cette lecture tranquillement. Voilà, c'est la fin de ce bilan. Donc pour faire un bilan un peu plus chiffré, j'avais encore, malgré ce que je pensais, 204 pages à lire de celui-ci, toujours les 630 pages de celui-là, ce qui faisait que j'avais porté un objectif à 821 pages, mais en terminant cela j'étais à 834, donc l'objectif était atteint. Et j'avais lu à peu près 115-116 pages de celui-ci, ce qui fait un total approximatif de 950 pages. Donc je suis joie, je n'ai pas atteint les 1000 pages, je pensais que je lirais un peu plus, ce n'a pas été le cas, mais je me suis fixé un objectif raisonnable que je suis contente d'avoir atteint. J'espère que vous aussi vous avez eu de très belles lectures ou de belles découvertes au cours de ce challenge, que vous avez réussi si vous avez participé. La prochaine édition de ce challenge est un week-end à Nîmes qui se déroule mi-mai, donc je ne sais pas encore si je pourrai y participer, mais j'espère, et si oui, j'espère que vous aussi. En attendant cette prochaine échéance, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures.